révérends frères, loué soit Jésus-Christ. C'est pour nous un grand plaisir de nous retrouver de nouveau dans cette salle pour reprendre nos exposés. Ainsi, l'exposé de ce soir nous sera présenté par les frères Serushago Nyunga, Yves de la Reine du Carmel. Voilà les thèmes de ce soir: les poèmes et les lettres de Sainte Thérèse d'Avila. Le frère Yves va nous présenter les fruits de ces lectures dont la charpente est constituée d'une petite introduction qui va nous plonger dans l'ambiance de notre rencontre de ce soir, d'où il est question précisément de l'intérêt de la poésie dans l'échange de ces lettres avec les diverses communautés du Carmel. Et le corps, à son sein, il a 3 parties. 1, les poèmes. Dans les poèmes, il y a 2 grands points. Les poèmes de la Madre dans la versification de la circonstance de composition de quelques poèmes de la Madre. 2, la correspondance. Il y a aussi 2 points. La découverte et publication des lettres de la Madre. 2, les contenus de la correspondance thérésienne. Et pour terminer, dans cette deuxième partie, il interviendra directement, le frère interviendra et nous donnera la conclusion. Et après la conclusion, viendra un moment d'échange et le frère aura à répondre à nos préoccupations. Et sans plus tarder, nous faisons appel au frère Yves Serushago, qu'il vous plaise de venir ici devant pour nous présenter les fruits de vos recherches. Et nous vous signalons que vous avez 25 minutes, l'exposé et la série de questions qui peut intervenir à la fin. Vous avez la parole, frère. On ne peut trouver de poésie nulle part quand on n'en porte pas en soi, disait Jacques Joubert, un moraliste et essayiste français. Poète, Sainte Thérèse l'était. Son intérêt pour la poésie se manifeste plus précisément dans le chant de ses lettres avec les divers Carmel qu'elle voudrait voir fleurir dans la vie communautaire, à la récréation, les jours de fête ou encore lors d'une prise de voile et tant d'autres circonstances encore. À travers les lettres de Thérèse, c'est toute la vie d'un Carmel jeune, à l'idéal tout neuf qui vibre et se manifeste. Voilà donc pourquoi notre sujet de ce soir, étant bien entendu les lettres et les poèmes de Sainte Thérèse, nous avons jugé sublime de subdiviser notre thème en 2 grandes parties, notamment les poèmes de la Madre comme première partie et sa correspondance comme étant la seconde. Dans les poèmes, nous identifierons au premier moment cette poésie dans la versification et au deuxième moment, nous parlerons des circonstances de composition de ces quelques poèmes célèbres. La deuxième partie, quant à elle, qui sera consacrée à la correspondance de la Madre, de prime abord, nous verrons comment ces lettres nous sont parvenues, elle qui pourtant a vécu 5 siècles avant notre génération, et puis nous finirons cette partie en essayant de nous faire une idée sur ce qu'est le contenu de la correspondance thérésienne. Sans plus tarder, nous prenons la première partie, à l'occurrence les poèmes. En parlant de la Madre, Marcel Auclair s'exprime en ces mots. Quel poète n'est mystique même s'il se croit fort éloigné de Dieu? Quel mystique n'est poète même s'il n'a jamais songé à faire rimer 2 mots, à rythmer une phrase? Le premier point, les poèmes de la Madre dans la versification.
Les poèmes de la Madre, comme nous l'avons dit, sont des poèmes de circonstance, d'improvisation, et de ces faits, ils pêchent par certaines négligences des formes, bien sûr, en versification, dans un cas comme dans l'autre. Notre auteur n'a généralement pas les talents poétiques d'un Charles Baudelaire, ni d'un Victor Hugo, et non plus d'un Guillaume Apollinaire. Du reste, la plupart de ses poésies, composées au gré de ces circonstances, n'ont d'autres prétentions que celle de divertir ses sœurs. En voyant les poèmes « Aspiration à la vie éternelle », qui vaut pour toute sa poésie, nous trouvons que ce poème a un refrain en tercé et les corps soit en 8 ans ou en 7 ans, ça ce qui est pour ce qui est de la nomination des strophes. Il est aussi bien évidemment difficile d'en repérer les rimes. Ainsi donc, connaissant les différentes règles de versification et ayant observé méticuleusement un peu les poèmes de la Madre, nous trouverons que le poème thérésien appelle plutôt la musique, et on sent que plutôt que ce qu'on attend par poème, ce sont là les couplets d'une chanson. Après cette esquisse, voyons maintenant les différentes circonstances dans lesquelles quelques poèmes de la Madre furent composés. Commençons ce point en soulignant que les poèmes de la Mère, dans leur brièveté, témoignent de son désir si ardent d'aider les âmes, ainsi que de son vigoureux bon sens. Leur style est savoureux, autant qu'un substantiel est contenu, cela se sent par la chaleur de cœur, les mouvements, qui supplée même aux déficiences des métiers dans la versification chez les auteurs. Ici, j'ai choisi 4 poèmes, sans autre raison que leur célébrité, mais aussi pour le temps car on ne saurait disséquer tous les poèmes de la Madre. Commençons d'abord par le plus célèbre des poèmes de notre Mère, titré « Les aspirations à la vie éternelle ». Abordons d'abord ce constant. « Je meurs de ne pas mourir », tel est le refrain de ce poème, qui célèbre les poèmes de notre Sainte. Ce vers a posé un problème, parce qu'on trouve le même chez Saint Jean de la Croix. Une question se pose, lequel de ces deux saints a copié l'autre? Si copie il y avait eu, Sainte Thérèse aurait le mérite d'avoir été la première à composer, car elle, son poème date de 1571, alors que celui de Jean de la Croix date de 1578. De ces faits, nous pouvons donc admettre sans témérité que Saint Jean de la Croix, aumônier à l'incarnation en 1571, à l'époque où Sainte Thérèse y était prieure et connut les poèmes, qu'il ait aimé et pris pour thème de celui qu'il composa quelques années plus tard. Revenons maintenant à la circonstance dans laquelle ces poèmes furent composés. La Madre écrivit ces strophes à Salamanque, comme rapporte le récit de Marcel Auclair dans ses poèmes et pensées. C'est lors d'une récréation du soir, suite à l'harmonieux ensemble des mots exécutés par la voix angélique de la sœur Isabelle, que la Madre émue sentit ses membres se glacer et elle tomba en extase. Maria de San Francisco la reçut dans ses bras et on la transporta inerte dans sa cellule. Lorsqu'elle revint à elle, endolorie, les mains comme disloquées, elle éprouvait dans tous ses os un grand embrasement qui s'épanchant en strophe enflammée, et c'est ainsi qu'est naquit le poème « Aspiration à la vie éternelle ». Le deuxième poème est celui titré « Dans les mains des dieux », qui compose l'hymne chanté la veille au soir de la solennité de notre Mère Thérèse de Jésus. Son refrain est « Je suis à vous, pour vous je suis né, qu'ordonnez-vous qu'il soit fait de moi ». Il n'y a guère de précision sur la date et les circonstances de sa composition. Toutefois, un passage du récit du livre de la vie reprend presque mot pour mot les termes du refrain. On peut donc estimer que le poème est contemporain de ce premier ouvrage, dont le texte définitif date de 1565 ou des environs. Thérèse a donc fondé Saint-Joseph d'Avila, le premier couvent de sa réforme. Intérieurement, elle n'a pas encore connu la grâce du mariage spirituel. Par contre, elle est dans la phase la plus tumultueuse de son itinéraire intérieur, celle qu'elle décrira dans les 6e demeures du château intérieur, telle qu'elle vit déjà dans les exposés précédents. Le troisième poème a comme titre « Efficacité de la patience », le nada te tourbe.
que rien n'était trouble, que rien n'était frais. À celui-ci, il convient tout simplement de savoir qu'il s'agit des sentences qui ont été trouvées par le Père Gratien dans le bréviaire de Sainte Thérèse lors de sa mort à Alba de Tormes. Finissons donc cette première partie avec ce dernier poème qui est l'hymne de la prière de l'ordre de la solennité de la Madre face à la beauté de Dieu. Le 2 janvier 1577, Thérèse de Jésus écrivit de Tolède une très longue lettre à son frère Lorenzo, que nous allons voir bientôt, et lui ajouta un post-scriptum pour déposer les vers de ses poèmes. À la fin, elle écrit « Je ne me rappelle pas le reste. Je crois pourtant que ces strophes vous attendriront et vous causeront de la dévotion. » Donc, ce début d'un poème illustre, bien que le processus poétique de la Sainte, si elle s'est rappelée rien que les premiers vers, c'est qu'ils sont inspirés et essentiels. La suite oubliée n'était sans doute pas du même refrain, à note Marcel Auclair. Thérèse transcrit ses poèmes aux beautés qui excèdent toutes les beautés sans blesser, précisément pour parler à Lorenzo de la blessure mystique qu'elle expérimente elle-même. Donc, après ces poèmes épistolaires, nous entamons notre deuxième partie de la correspondance. Les écrits de la Madre racontent surtout sa vie intime, sa vie avec Dieu, mais ses lettres, elles plutôt dévoilent sa vie extérieure et ses rapports externes. La correspondance de Thérèse a probablement commencé dans un contexte différent lors de ses années de jeunesse, à l'occasion de flirts avec des cousins et des amis quand elle fut mise en passion au couvent de Santa Maria de Gracia. Malheureusement, de ces échanges épistolaires, rien n'est parvenu entre les mains des rédacteurs et chercheurs spécialistes de la Madre. Il ne reste pas des traces non plus de ces relations épistolaires avec d'autres religieuses de ses amis pendant ces presque 30 années de vie à l'Incarnation. Parce que dans le cadre géographique de la province d'Avila, il y avait 3 monastères de religieuses assez peuplés, mais aucun échange de lettres entre ces 3 communautés n'était signalé. C'est ainsi que la Madre, lors de son entrée, elle introduira ce nouveau style de communication intercommunautaire. Et à mesure que se crée le nouveau Carmel fondé par elle, un réseau serré de lettres et de messages entretiendra chez les carmélites le sentiment très fort d'être une famille religieuse et une communauté spirituelle au sein de la société et de l'Église. Nous pouvons donc même le remarquer jusqu'à ce jour avec nos mères lémoniales, à toute fois qu'il y a un père ou un frère de nous qui part dans leur monastère et ne rate pas souvent toujours de nous envoyer une petite missive. Découvrons maintenant les différentes publications des lettres de la Madre. Ici, nous voulons explorer et voir comment la Madre, elle qui a vécu au XVIe siècle, aujourd'hui nous pouvons la lire à travers ses lettres. Comme nous allons le voir par cet exposé, les principales éditions espagnoles et traductions françaises, les lettres de la Mère ont mis du temps à sortir de l'obscurité. Fray Luis est celui qui publia pour la première fois les œuvres de la Madre, en Salamanque 1588. Malheureusement, il ne pensa pas à ces lettres. Un autre grand professeur de Salamanque, le jésuite Francisco de Ribera, vers la même date, les rassembla et les utilisa pour élaborer la première biographie de Thérèse à Salamanque 1590, mais lui également ne publia aucune de ses lettres. Plus tard, après beaucoup de réticences et retards, la première édition des lettres vit le jour à Saragosse par le soin de Diego Dormer, en l'an 1658, en 2 volumes, contenant un total de 61 lettres. Au cours de la décennie suivante, entre 1660 et 1671, le recueil des lettres thérésiennes eut une douzaine d'éditions en version française, italienne et encore de nouvelles éditions espagnoles. La version française précéda toutes les autres. Elle vit les jours à Paris sous le titre des lettres de la glorieuse Mère Sainte Thérèse. Les Carmes d'Espagne augmentèrent en 1671 la collection de lettres de 2 volumes, l'un qui en contenait 82 et l'autre 77 avec 87 fragments. Monsieur l'abbé Migne est le premier qui les publia en français sous le titre de
Lettres de Sainte Thérèse, inconnue en France. Elle faisait suite aux œuvres complètes de la Sainte et aux lettres déjà parues. Après cette parution, il a fallu attendre 1882 pour que les pères jésuites puissent faire une nouvelle traduction plus complète des lettres. Au XXe siècle, les versions françaises des lettres se sont multipliées. En 1905, une nouvelle version actualisée et bien augmentée est publiée en 3 volumes par le père Grégoire de Saint-Joseph. En 1959, Marcel Auclair, auteur d'une biographie réputée de Thérèse, publia la traduction des correspondances à partir de l'édition critique des lettres publiées en Espagne par le père Silverio de Santa Teresa. Cette édition comprenait 440 lettres. D'autres découvertes permirent de nouveau à des éditeurs d'augmenter ces volumes, comme nous pouvons citer celui traduit par la Mère Marie du Saint-Sacrement des éditions d'Isère, Paris 1995, ouvrage que nous avons eu l'amabilité de consulter pour préparer l'exposé de ce soir. Finissons ce point en soulignant qu'il est difficile d'établir un bilan même approximatif de la correspondance thérésienne. Les volumes de lettres écrites par la mère furent indubitablement énormes, des milliers de lettres et de billets. En réalité, des milliers de lettres aujourd'hui sont perdues ou du moins n'ont pas encore été retrouvées. Parmi les lettres perdues figurent aussi celles adressées à Jean de la Croix qui, en un geste de dépossession, il livra au fait tout un petit sac de lettres de la Madre. D'autres détenteurs de lettres aussi, les considérant à juste titre comme des reliques, craignaient de se les voir ravir, alors ne les remettaient pas aux éditeurs ou ne se contentaient parfois qu'en donner des copies. Or, ces copies sont plus ou moins exactes et complètes. Voyons maintenant le contenu de la correspondance thérésienne. Les lettres, à l'instar des autres écrits de Thérèse, sont une œuvre de maturité, correspondant donc aux dernières décennies de sa vie. La première lettre de Thérèse date de 1561. Elle est écrite à Avila et adressée à Lorenzo de Cepeda, son frère, résident à Quito. Le motif de cette lettre est la fondation du Carmel de Saint-Joseph, pour lequel il a envoyé de l'or du Nouveau Monde. La période la plus intense de la correspondance thérésienne fut les années difficiles de son entreprise de réforme et de fondation entre 1576 et 1580. Thérèse a alors plus de 60 ans et son œuvre de réforme risque alors de s'écrouler. Nulle part, mais que dans les lettres, on trouvera le tableau complet de Sainte Thérèse, commencé avec la fondation de Saint-Joseph. Ce corpus tourne tout entier autour de l'activité fondatrice de la Madre. En conséquence, même certains auteurs ont assuré au cours des siècles que si la réforme du Carmel avait été menée à bonne fin, on les doit aux lettres de la Madre. Les lettres de la Madre recensent également ses projets, ses voyages, son réseau de relations sociales, ses problèmes de famille, ses amitiés, les affaires d'argent et les contrats, ses échanges avec les bienfaiteurs. Nous y attendons aussi les conseils qu'elle donne aux religieux. Ces lettres nous font pénétrer ainsi dans sa vie mouvementée. Nous la voyons surveiller le développement de sa famille religieuse avec une sollicitude vraiment maternelle qui ne l'empêchait toutefois de glisser un reproche quand il le fallait. Elle répond aussi généralement à des lettres d'affaires et compte les courriers qu'il lui a portés comme le courrier qu'il lui apporte doit repartir immédiatement, elle est pressée pour donner sa réponse. Aussi, ces lettres sont presque toujours écrites à la hâte et nullement préparées. Elle ne prend même pas à la peine de le relire comme elle le déclare à son frère Don Lorenzo. Sa précipitation est telle qu'il lui arrive de se répéter. Rien d'étonnant qu'il y ait ici et là du négligé dans sa correspondance. C'est pourquoi il ne faut pas attendre de la Madre les différentes normes de correspondance dans ces lettres. Nonobstant ces lacunes en correspondance, dans ces lettres tout est naturel, noble et gracieux. Son style est aussi simple et aisé. Ce faisant, nous voyons donc qu'il n'est pas facile de se faire une idée du contenu de la nature de la correspondance thérésienne, en trouvant un peu de référence comme dans d'autres recueils classiques des lettres.
Puis, une à une, les lettres de la Sainte d'Avila reflètent la circonstance présente, traversée de toutes sortes de connotations et d'affaires diverses ou urgentes. Il ne s'agit pas de lettres spirituelles. Chez elle, les profanes s'y mêlent aux religieux, les questions d'argent à l'oraison, les côtés affectifs de Thérèse à son observation du monde des affaires ou du petit monde de ses amis et de ses amis. Chaque lettre est un instantané présentant une double face, l'état d'esprit de Thérèse et le panorama social et conventuel du moment. En guise de conclusion pour ce travail, qui était bien entendu les poèmes et les lettres de Sainte Thérèse de Jésus, c'est ce titre lui-même qui nous a conduit à les subdiviser en deux grandes parties, à savoir les poèmes et les lettres. Au premier instant, donc dans les poèmes, avec les deux points qui ont été abordés, nous avons pu déceler, après différentes observations, que poète Sainte Thérèse l'était, cependant pas comme un baudelaire, car pour elle, les lois de la vérification furent les cadets de ses soucis. En effet, sa poésie, qui naquit selon les circonstances, dans des improvisations du simple élan de son cœur, dans un cas comme dans l'autre, n'était animée que du désir de participer à l'allégresse de ses sœurs. En l'instant second, il était question de la correspondance thérésienne, explorée à travers ses autographes et éditions ainsi qu'en son contenu. Ici, après un exposé rapide des principales éditions et traductions, nous avons réalisé d'une part que les lettres de la Madre ont mis du temps à sortir de l'obscurité et d'autre part que sa correspondance traite d'un peu de tout et recense les personnes de toutes les couches sociales. Voilà donc, Auguste Assemblée, c'est sous ce ton que nous disons merci pour avoir écouté notre exposé. Révérend Père, Révérend Frère, nous disons d'abord merci au frère pour le respect du timing et de son exposé très profond et très clair. Et sans plus tarder, nous passons au moment de questions. Nous allons procéder par une série de 3 questions. Le frère va répondre et dès qu'il termine, nous allons passer aussi à une série de 3 questions. Alors, nous accordons la parole à l'Assemblée.